Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du Festival international du film des droits humains. Nous allons aujourd'hui parler de l'avenir du mouvement Black Lives Matter. Après la mort de Trayvon Martin et l'acquittement de son meurtrier en 2013, Patrisse Cullors a décidé de passer à l'action. Avec Alicia Garza et Opal Tometi, elle a créé Black Lives Matter pour exposer le racisme anti-noir. Black Lives Matter est depuis devenu un mouvement mondial qui continue à grandir. Hier, Angela Davis a parlé du mouvement et de ses fondatrices. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir avec nous Patrisse Cullors, fondatrice du réseau mondial de conversation et fondatrice du mouvement Black Lives Matter. Ce débat sera modéré par Rokhaya Diallo. L'art doit quelquefois prendre la place de la politique, quand la politique, pour des raisons économiques, est bloquée. It's important to be able to write about violence with the same intimacy with which I write about love. We created the kind of community that allowed us to give expression to our dignity. Black Lives Matter. African young people. Actually, I'm not a hero. Good evening, everyone. Thank you for being Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci au festival de permettre cette conversation transatlantique. Good afternoon, Patrisse Cullors. Bonsoir ou peut-être bonjour, Patrisse Cullors. You're so far away. C'est encore le matin ici. Oui, vous êtes bien loin de nous. First of all, before saying what you stand for, Avant de nous expliquer vos revendications, j'ai une question. Qui êtes-vous? I'm doing well. I'm a bit tired. There's been a lot going on, obviously, here. Je vais bien, je suis un peu fatiguée. Il y a bien entendu beaucoup de choses qui se passent actuellement aux États-Unis, mais je suis heureuse de faire partie de cette conversation. Je suis sûre que vous avez beaucoup raconté cette histoire, mais peut-être que vous pouvez nous raconter à nouveau comment vous avez lancé le mouvement Black Lives Matter et ce que vous aviez à l'esprit à l'époque de sa création. Oui, bien sûr. Alors, nous avons commencé en 2013 et c'était réellement en réponse à l'acquittement de George Zimmerman. Beaucoup d'entre nous que c'était triste et fâché que cet homme qui avait tué un jeune noir puisse être acquitté. Alicia Garza a saisi les médias sociaux. Elle a écrit un mot aux personnes noires en disant Black Lives Matter, les vies noires comptent. Et j'ai ensuite mis un hashtag devant ces trois mots. À partir de ce moment-là, Opal Tometi nous a rejoints pour créer le trio que nous sommes ainsi devenus et nous avons commencé à développer le cadre qui est ensuite devenu Black Lives Matter. Il y a différents moments de la naissance de notre mouvement. Tout d'abord, c'était un hashtag que nous utilisions pour aider le mouvement à devenir viral. Nous utilisions la phrase Black Lives Matter dans les manifestations et nous avons ensuite développé nous avons décidé que nous voulions devenir une organisation et Black Lives Matter est donc une organisation internationale également. Il y a trois parties à notre organisation internationale. Il y a la Fondation internationale du réseau Black Lives Matter qui est une fondation, un réseau international qui soutient la libération noire partout dans le monde et nous avons un réseau spécifique au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Il y a ensuite Black Lives Matter, le PAC Black Lives Matter et il faut
faut avoir un comité d'action aux États-Unis pour pouvoir avoir une discussion au sujet des candidats et de la législation. Et ensuite, il y a le Black Lives Matter Roots, Racines, qui est le chapitre qui est responsable de la construction d'une base pour notre réseau. Le récit derrière Black Lives Matter, c'est que ce mouvement vise à renforcer les capacités. Vous étiez déjà activiste lorsque vous avez lancé ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre passé en la matière? Oui, c'est une très bonne question. Nous avons parlé de Black Lives Matter comme quelque chose, une origine mythique, mais nous parlons rarement du travail que les trois d'entre nous faisions avant la création de ce mouvement. J'ai été formée en tant qu'organisatrice communautaire et une activiste depuis l'âge de 17 ans. J'ai fait du travail bien avant Black Lives Matter sur différents fronts, la justice environnementale. J'ai travaillé également dans les écoles sur la question du trajet direct entre l'école et le système carcéral. Et j'ai fait un travail particulièrement concentré pour s'assurer que le département du shérif de Los Angeles ne se permette plus de torturer les personnes à l'intérieur de ces prisons. Et donc, mon travail est un travail de longue haleine, plus de 20 ans pour l'organisation de mouvements. Et c'est ce qui m'a réellement permis de développer Black Lives Matter toutes ces années au préalable. Les jeunes noirs américains sont sous-représentés dans les médias et Black Lives Matter est vraiment un exemple de nouvelle visibilité. Comment est-ce que vous utilisez cet activisme et comment est-ce que vous utilisez les nouvelles compétences pour rendre les réseaux sociaux utiles dans votre mouvement? Oui, eh bien, j'ai compris les médias sociaux comme un lieu qui permettrait de démocratiser les voix, comme un endroit qui permettrait de soulever les voix. Beaucoup de personnes qui n'attiraient pas l'attention des grands médias. Nous devons nous souvenir qu'au moment où Black Lives Matter a commencé, il n'y avait pas l'attention des médias principaux autour de notre mouvement, autour de nos réalités. Il y avait un impact négatif, un retour négatif, mais nous n'avions pas la possibilité de représenter nos mots, nos croyances, nos volontés au sein de ces espaces. Et donc, les médias sociaux sont devenus le lieu dans lequel nous pouvions dire ce qui est à nous, partager un autre type de conversation et qui nous permet de diriger la conversation. Est-ce que vous pensez que vous avez poussé en quelque sorte les médias mainstream à couvrir des sujets qui ne l'étaient pas par le passé? Comment est-ce que vous évaluez le changement depuis 2013? Oui, sans aucun doute. Non seulement avons-nous poussé les médias à couvrir Black Lives Matter, mais nous avons également poussé les médias à communiquer de manière différente quant à Black Lives Matter. Une grande partie de ce qui se passait autour de Trayvon Martin, particulièrement son procès, était de pouvoir clarifier combien ce procès était raciste. Il était clair que ce n'était pas George Zimmerman qui était en procès pour meurtre, c'était Trayvon Martin qui était en procès pour la communication générale était que lui était la personne qui était responsable de s'être mis dans les ennuis et d'avoir été assassiné. Ce n'était plus une victime. Et nous avons pu créer une conversation différente. Aujourd'hui, les médias, bien sûr, il y a des médias de droite qui restent terribles, mais les médias principaux commencent à parler différemment de Black Lives Matter et des personnes noires de manière générale. Hier, l'invitée du festival était Angela Davis. Elle est devenue célèbre dans les années 70 dans le cadre du mouvement des droits civils. Quel est votre lien avec ce mouvement et quelle est la différence qu'apporte votre génération?
Eh bien, vous savez, je crois qu'il soit important que nous parlions de notre mouvement comme un héritage de longue date. Il y a des différences, bien sûr, parce que notre mouvement est différent, nous sommes dans une autre époque, mais c'est la suite d'un même héritage, un héritage qui demande la liberté des personnes noires, la libération noire, non seulement dans notre pays, aux États-Unis, mais partout dans le monde. C'est un mouvement international et il est très important que les personnes comprennent cela. Il y a une raison pour laquelle ce n'est pas les vies africaines-américaines comptent, ce sont les vies noires qui comptent parce que ceci nous connecte avec les vies noires partout dans le monde, tant sur le plan politique que sur le plan de l'identité. Et notre travail traite de ceci. Au début du mouvement Black Lives Matter, il y a eu une conversation sur la différence entre votre génération et celle du mouvement des droits civils, à savoir qui était respectable, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, je crois qu'il y a une tendance très claire, cette question de la respectabilité. La respectabilité ne va pas nous sauver, ça c'est évident. Nous pouvons porter des costumes, des robes, mais ce n'est pas ça qui va nous libérer. Et nous devrions pouvoir être l'entièreté de ce que nous sommes entre personnes noires et toujours être méritants de notre vie et de notre liberté. Ce qui est intéressant dans le discours au début de Black Lives Matter par rapport au mouvement des droits civils, c'est que lorsque Dr. Martin Luther King était encore en vie, il n'était pas populaire. Et lorsque l'on regarde les débuts de Black Lives Matter, le mouvement a attiré beaucoup de critiques négatives. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la manière dont le mouvement s'est construit en opposition par rapport au mouvement précédent? Oui, volontiers. Eh bien, je pense que tous les mouvements ont des personnes qui les critiquent. Tous les mouvements ont des personnes qui expriment leur scepticisme par rapport à leur création, particulièrement quand ce sont les mouvements de personnes genre noires, particulièrement quand ce sont des jeunes personnes noires, des femmes queer. Et quand nous avons commencé Black Lives Matter, nous étions plus jeunes. Beaucoup d'entre nous sommes queer, nous nous identifions comme queer, nous sommes noirs, nous sommes des femmes. Et donc, je crois qu'il y a eu un réel, du moins au début, la réaction immédiate était que ces personnes ne pouvaient être des leaders. Elles ne ressemblent pas aux leaders que nous connaissons, elles ne sont pas chrétiennes, ce ne sont pas des hommes noirs, elles ne portent pas de costume. Et je crois que les personnes étaient très confuses, ne savaient pas comment se relationner à ce que nous proposions. Mais je crois que ceci a effectivement changé au travers des années. Vous venez de mentionner Alicia Gaza, Opal Tometi et vous-même qui avez fondé Black Lives Matter, trois femmes queer. Vous avez dit que les femmes noires étaient à la tête des mouvements sociaux depuis fort longtemps, mais qu'elles n'avaient jamais été aussi visibles qu'aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle des femmes dans le mouvement noir aujourd'hui? Oui. Il est vraiment important que les personnes comprennent. J'ai entendu des questions dans le passé. Les personnes demandaient pourquoi croyez-vous que les femmes noires soient plus à l'avancée du mouvement plus que dans le passé. Et je dis non, ce n'est pas la bonne manière d'y penser, ce n'est pas la bonne question. Les femmes noires ont toujours été au centre des mouvements, mais elles n'étaient pas entendues comme au centre, elles n'étaient pas visibilisées. Et c'est ça, cette narrative que nous changeons. Nous disons, je dois donner la responsabilité les médias sociaux, les réseaux sociaux ont permis aux femmes noires de se positionner et on ne peut pas ôter la réalité. Nous sommes les architectes de ce mouvement et ceci est vraiment important. Comment est-ce que vous centrez le récit autour du fait que deux d'entre vous sont queer, que beaucoup d'activistes sont queer, les proches du Dr. Martin Luther King étaient un homme gay, pardon.
Rustin, comment est-ce que vous trouvez une relation avec ces activistes? Je crois que beaucoup d'entre nous, particulièrement des personnes noires queer dans le mouvement, nous cherchions des personnes queer vers lesquelles nous tourner, desquelles tirer des leçons au sein de notre mouvement. Et je crois que ce que nous avons vu de manière répétée, le fait que nous sommes en mesure de révéler qui étaient ces personnes, comment ces personnes s'identifiaient, que ce soit James Baldwin, Audre Lorde, qui était ouvertement out, était ouvertement homosexuelle, mais elle n'a pas reconnu la reconnaissance qu'elle méritait jusqu'à ce qu'elle meure. Et également Rustin, qui était l'architecte de la marche sur Washington. Et c'est très important pour nous, en tant que leaders du mouvement, qui sommes noirs et queer, de pouvoir relever cette histoire, telle que nous avons également soulevé l'histoire de Ella Baker, qui a formé de nombreuses personnes, beaucoup de leaders des luttes pour les droits civiques. Elle était au centre de ce qui s'est passé pendant les mouvements pour les droits civiques. Vous avez dit un peu plus tôt que vous êtes directrice exécutive de la Fondation mondiale Black Lives Matter qui a été créée en juillet 2020. Pourquoi cette fondation a-t-elle été créée 7 ans après le début du mouvement? Est-ce que c'est lié au fait que le mouvement est devenu un mouvement mondial? Notre fondation n'a pas démarré en 2020, mais le positionnement a changé en 2020. Le réseau international Black Lives Matter, notre organisation existe depuis environ 5 ans. Les 2 premières années, de 2013 à environ 2015, nous n'avions pas une organisation, nous n'avions pas une institution. Nous avons changé cela en 2015 parce que nous avons vu beaucoup de personnes noires qui voulaient s'organiser sous le titre, sous le chapeau Black Lives Matter. Et donc, nous voulions avoir une institution qui pouvait accueillir des personnes noires, des chapitres, des personnes, des groupes qui faisaient un travail extraordinaire partout dans le pays. Mais en 2020, beaucoup de choses ont changé avec le soulèvement à Minnesota, à Minneapolis, avec les protestes autour de George Floyd, autour de Breonna Taylor. Et Black Lives Matter a permis de chercher de lever des fonds, de l'argent que nous n'avions pas avant 2020. Et nous avons ainsi commencé à faire une fondation afin de devenir une institution philanthropique ainsi qu'un espace de réflexion collectif. Et à ce moment-là, nous avons pu distribuer jusqu'à 20 millions de dollars dans la communauté noire. Et quel genre de soutien vous apportez aux communautés noires? Oui, à quoi va l'argent? Est-ce que cela va à des projets éducatifs, par exemple? Ah, j'ai compris votre question, merci. Nous avons créé un rapport sur l'impact social de notre procédure et les premiers organisations sur lesquelles nous avons mis l'accent étaient les organisations noires LGBT qui fournissaient des services à des personnes noires LGBT, mais qui également fournissaient du soutien et permettaient de modifier, de façonner les législations, les lois pour les personnes noires LGBT. Nous rendons compte que les personnes noires et LGBT sont les personnes les moins financées, les moins soutenues, et nous voulions rendre quelque chose à ces organisations. Après le meurtre de George Floyd, le mouvement de rage est devenu mondial. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que ces événements qui se sont produits aux États-Unis aient trouvé un tel écho dans le reste du monde, y compris ici en Europe? Est-ce que vous vous y attendiez et comment est-ce que vous vous relationnez avec ce mouvement dans le monde? Eh bien, vous savez, je crois que notre mouvement est devenu connu dans le monde entier en 2020, mais en fait, il était international depuis de nombreuses années. En 2013, un des premiers voyages à l'extérieur des États-Unis était au Royaume-Uni, où j'ai rencontré beaucoup des personnes qui continuent à faire partie de Black Lives Matter UK, Black Lives Matter au Royaume-Uni, et il y avait un vrai soutien envers les personnes noires au Royaume-Uni, et ils étaient invités à utiliser Black Lives Matter pour communiquer
communiquer quant à la réalité des personnes noires au Royaume-Uni ou au Canada. Par exemple, Black Lives Matter, j'ai rencontré leur équipe également et c'était en 2014-2015 et j'ai rencontré BLM Canada, Black Lives Matter Canada, et ceci a permis de façonner le travail qu'ils faisaient. Ils font un travail incroyable. Je ne veux pas dire que le mouvement est devenu international en 2020 parce que ceci diminuerait une grande partie du travail qui a déjà eu lieu. Mais c'est en 2020 qu'il est devenu internationalement connu et reconnu dans la presse. Et j'ai pu connecter de nombreuses personnes au travers du monde, des personnes en Australie, des personnes en Suède, et pour faire le lien et dire que les personnes qui utilisent Black Lives Matter comme un lieu pour avoir une conversation autour du racisme anti-noir dans leur propre pays. La violence de l'État affecte également les corps des femmes, mais ce n'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler. Avant la mort de George Floyd, il y a eu Breonna Taylor. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? Vous avez joué un rôle pour la rendre visible. Oui, Breonna Taylor, que ce soit Breonna Taylor, Sandra Bland, Waukesha Wilson, Rydell Jones, Mika Okaday, toutes ces femmes, il y a énormément de femmes noires qui ont été impactées par la violence étatique et dont les noms ne sont pas reconnus, prononcés. Et une partie de notre travail, le travail de notre mouvement et le travail de Black Lives Matter est de rappeler aux personnes combien les femmes noires sont importantes. Et la fête, d'ailleurs, Black Lives Matter a lancé une campagne qui s'appelle Black Women Are Divine, les femmes noires sont divines, et nous avons créé des événements partout dans le monde pour soulever Breonna et les autres femmes noires de nos vies. Très souvent, ces femmes ne sont pas reconnues lorsqu'elles sont en vie et nous voulions réellement honorer les femmes noires. Et ensuite, nous avons créé une vidéo afin de partager avec tous la divinité des femmes noires. Et nous continuerons de faire ceci, de mettre en avant les femmes noires. Pensez-vous que la couverture médiatique de la mort de ces femmes noires a changé? Oui et non. Je crois qu'il y a une manière... Non, je vais le dire autrement. Je crois que nous continuons principalement à nous focaliser sur les hommes noirs et leur sort, mais je crois qu'il y a plus au niveau du terrain, il y a plus d'initiatives de terrain qui permettent de faire entendre les voix des femmes noires. 2020 a été une année très particulière avec la pandémie de COVID-19 qui a suraffecté les communautés de personnes racisées aux États-Unis comme en Europe. Comment est-ce que vous avez intégré ce fait dans votre activisme? Oui, avec le Covid, j'ai essayé de positionner mon travail, particulièrement ici à Los Angeles, autour de la question carcérale et les personnes qui sont incarcérées dans les différents centres de détention et prisons et travailler autour du Covid. Nous avons mis en place un procès contre la contrée de Los Angeles quant au fait qu'ils aient négligé les droits et la santé des personnes à l'intérieur des prisons. Nous avons également créé de nouvelles infrastructures, une coalition COVID-19 qui permettent de répondre à la question de la violence envers les communautés incarcérées et les membres de leur famille également, qui ont eu très peu d'accès envers les personnes incarcérées. Et nous sommes concentrés donc au niveau local et au niveau national. Nous avons également soutenu un travail pour pouvoir informer les personnes noires sur la question de la COVID-19, non seulement sur la responsabilité personnelle, mais également sur comment défier notre gouvernement national et sa relation, la manière dont ils ont présenté la COVID-19, particulièrement dans les années durant lesquelles Donald Trump était au gouvernement. Et enfin, nous avons eu notre deuxième paquet de fonds
de soutien autour du Covid-19 et énormément de familles, de travailleurs, travailleuses, des familles noires vont pouvoir recevoir de l'argent, mais ce n'est pas assez. Les personnes aux États-Unis ont reçu un seul chèque, ils n'ont pas eu de vrai soutien financier. La situation est vraiment difficile, c'est un enfer. Et malheureusement, le gouvernement que nous avons eu n'a pas mis en place les ressources nécessaires, les ressources qu'il devait mettre en place pour empêcher tant de morts et de souffrances. Vous venez de mentionner le système carcéral. Les Noirs représentent seulement 30% de la population américaine, mais 37% des sans-abri et sont également surreprésentés dans les prisons. Il y a cette idée que le système carcéral est très lié à l'histoire de l'esclavage. Vous promouvez l'abolition de la prison et de la violence de l'État. Comment est-ce que vous pensez que ces choses doivent être faites? Oui, je suis une abolitionniste. Je crois qu'il faille abolir les prisons, la police, les prisons, les centres de détention, les systèmes de protection migratoire, les cours de surveillance. Je crois que toutes ces entités sont effectivement des vestiges de l'époque de l'esclavagiste et nous devrions jamais avoir mis en place des systèmes carcéraux et ceci aurait dû prendre fin avec la fin de l'esclavage, fin formelle de l'esclavage. Et la raison pour laquelle je crois en l'abolition, c'est parce que je crois qu'aucun être humain ne devrait être détenu dans une cage. Je crois que nous devrions tous avoir l'autonomie quant à nos corps, quant à nos vies. Et je crois qu'au travers de l'abolition, nous pouvons créer de meilleures institutions de soins. Nous pouvons créer des systèmes de justice transformative. Un système qui réellement prenne soin de la dignité de chaque être humain. Pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas le lien entre l'esclavage et l'incarcération de masse aux États-Unis, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on est passé de la ségrégation esclavagiste à l'incarcération de masse? Comment est-ce que cela a eu un impact sur le fait que les Noirs sont surreprésentés dans le système carcéral? Eh bien, lors de la proclamation d'émancipation, au moment où ça a été signé, il y avait un amendement, le 13e amendement qui a été mis en place, le 13e amendement de la Constitution, qui dit que l'esclavage a été aboli, sauf si vous aviez commis un crime. Et si vous étiez, et donc vous pouviez être détenu dans une prison ou une cellule. Et donc dans notre Constitution, dans ce 13e amendement, il est dit que l'esclavage continuerait d'exister dans certaines conditions. Et si les personnes ne l'ont pas encore lu, Michelle Alexander, le New Jim Crow, détaille la manière dont notre système est un système qui a créé une deuxième classe de citoyens. Beaucoup de ces citoyens de deuxième classe sont des personnes noires. Merci. Il y a également un excellent documentaire d'Duvernay à ce sujet qui est sur Netflix. Après la présidence de Trump, pendant 4 ans, on parlait du gouvernement, Joe Biden a été élu président. À l'origine, vous le souteniez. Il semblerait que 91% des femmes noires aient voté pour Biden, mais que le nombre de femmes blanches ayant voté pour Donald Trump est augmenté en 2020. Pensez-vous qu'il y ait une frontière entre les femmes blanches et les femmes de couleur? Désolée, je ne comprends pas pleinement la question. Le nombre de femmes noires qui ont voté pour Joe Biden est très élevé, 91%, mais les femmes blanches ont voté plus pour Donald Trump en 2020 qu'en 2016. Donc cela signifie qu'elles n'ont pas les mêmes priorités dans le cadre de cette élection, même si Donald Trump était de toute évidence sexiste. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de frontière raciste ou une ligne tracée qui existe entre les femmes aux États-Unis?
Merci. Une question formidable, une question que les personnes posent depuis longtemps, pas seulement dans ce cycle électoral, mais de toute évidence, c'est une question posée par les mouvements féministes, la première vague, la seconde vague féministe. C'est pourquoi Alice Walker ne s'identifie pas comme féministe, elle s'identifie comme une féministe. Mais je crois que le racisme, de toute évidence, impacte toutes les communautés et impacte les communautés de femmes également. Et il y a une profonde alliance entre allégeance que les femmes blanches ont portée plutôt à leur race qu'à leur genre, et il y a un manque d'allégeance envers les femmes noires en particulier. Et alors qu'il est toujours choquant de voir et de lire ces chiffres, ce n'est pas une surprise. Cela veut dire qu'il y a plus de travail qui doit être fait. Les personnes blanches en particulier doivent faire plus de travail pour organiser les femmes blanches afin que celles-ci puissent rejoindre les rangs et devenir des alliés antiracistes. Et est-ce que ce travail est en cours? Oui, ce n'est pas quelque chose de commun, mais je connais beaucoup d'organisations et de personnes, d'individus qui font le travail pour attirer les personnes blanches et les femmes blanches en particulier. Après l'élection, il y a eu cet événement très choquant, l'attaque du Capitole. Comment analysez-vous cette attaque et qu'est-ce que cela signifie pour les vies noires? Voir un tel nombre de personnes qui sont en plein déni de démocratie, finalement. Oui, c'était difficile à traiter. Ce n'était pas une expérience facile. C'était presque une expérience extraordinaire, hors corps, alors que le Capitole était détruit, de découvrir certaines choses, de voir que la police était pas suffisamment équipée, et ensuite de reconnaître que notre pays, le fait que notre pays n'était pas équipé pour gérer des attaques de suprémacistes blancs. Je parle toujours du soulèvement du 6 janvier comme un héritage de longue date de la violence des suprémacistes blancs. Et la violence suprémaciste blanche a une longue histoire également de violence contre l'État. Il y a cette idée que les suprémacistes blancs sont apparus de nulle part pendant la présidence de Donald Trump, mais ce n'est pas vrai. Les groupes suprémacistes blancs existent depuis des centaines d'années et ont impacté au quotidien les vies des personnes noires et racisées partout dans le monde. Et ces attaques, ce soulèvement était une attaque terroriste, et c'est important de les qualifier comme telles. Et il est important qu'alors que nous les appelons des attaques terroristes, nous pouvons utiliser ce terme pour mettre en place des lois antiterroristes. Nous avons des lois antiterroristes qui sont extrêmement fortes, mais elles ne sont pas utilisées contre les personnes blanches. Et pensez-vous que cela va changer après cette attaque du Capitole? Est-ce que vous pensez que maintenant on est conscient du fait que le terrorisme peut provenir, et d'ailleurs provient des suprématistes blancs et depuis fort longtemps? Il y a un engagement de la Maison-Blanche, et particulièrement de par le nouveau procureur général, de défier les groupes suprémacistes blancs. Black Lives Matter fera la même chose, continuera à faire ce travail, et nous verrons bien ce qu'il se passera. Après la présidence de Trump, la société américaine se retrouve très divisée. Pensez-vous qu'il est possible de guérir, de changer le système et de rassembler la population? Eh bien, c'est une question très philosophique. Bien sûr, il y a une manière de guérir et d'unir les personnes, oui, un oui très ferme. Mais la question est de savoir si les personnes veulent être unies. Est-ce que les personnes veulent guérir? Est-ce que les personnes veulent vivre ensemble? Ça, c'est la question, selon moi, qu'il faudrait poser.
Et que faudra-t-il pour en arriver là? Les personnes noires en particulier, les organisateurs, organisatrices noires en particulier ont fait un long travail pour unir les personnes. Et c'est maintenant aux personnes de faire jouer leur rôle et d'arriver, de venir. Et ce rôle, est-ce qu'il le joue? Et est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel pourra jouer un rôle dans cela également? J'ai de l'espoir, oui, que ce gouvernement puisse jouer un certain rôle pour unir le pays. Et il y a la question de la responsabilité, de la transparence. Il n'y a pas d'unité sans responsabilité. Nous avons réellement besoin d'être tenus pour responsables. Nous avons besoin que la transparence, cette rendition des comptes, d'une certaine manière, soit prise en compte. Mais je pense que ça va prendre du temps. Récemment, Time Magazine vous a cité parmi les 100 femmes les plus influentes. C'est quoi pour vous cette influence? Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous pouviez imaginer être aussi influente il y a quelques années? Non, clairement non. Je ne fais pas ce travail pour recevoir des récompenses ou des accolades. Parfois, il y a des récompenses et des accolades, et parfois celles-ci sont en fait une distraction. J'apprécie les reconnaissances qui m'est octroyées, j'éprouve de la gratitude envers cela. Mais en ce qui me concerne, je suis plus intéressée par la libération des personnes noires. C'est quelque chose que je souhaite rejoindre, réaliser, et si je peux être aussi proche que possible pour un réel changement des conditions matérielles pour les personnes noires, ça me ferait sentir bien. Donc, comment est-ce que vous travaillez avec les élus? Est-ce que vous faites pression? Est-ce que vous les influencez dans leur travail législatif? Eh bien, vous savez, il y a une stratégie multipartite, pour changer les choses. Une stratégie, ce sont les manifestations de masse, celles que vous avez vues l'été passé. Ensuite, il y a les manifestations. Des fois, il y a des manifestations qui comportent près de 30 personnes. Ce ne sont pas toutes des manifestations massives. Ensuite, il y a l'implication électorale. J'ai eu une réunion ce matin avec une de nos représentatives éthétiques, Karen Bass. Nous avons parlé de différentes manières dont nous pourrions travailler ensemble pour soutenir certains des objectifs de Black Lives Matter. Nous devons trouver un équilibre pour défier nos officiels et nos élus et un autre travail pour les défier et travailler ensemble. Merci. Dans vos interviews, vous parlez souvent de prise de conscience. La santé mentale et émotionnelle est souvent négligée dans le cadre de l'activisme et cela fait des décennies que c'est le cas. De nombreux activistes et militants sont décédés dans le cadre de leur travail, comme Erica Gardner par exemple. Malgré le fait que c'était une jeune femme, c'est la fille d'Eric Garner qui est décédée des suites de violences policières. Qu'est-ce que vous recommandez aux activistes pour se sentir bien? Merci, j'adore cette question. C'est quelque chose auquel je pense tout le temps, quelque chose dont je parle tout le temps. Et une des choses dont nous devons nous souvenir est que ce travail va être un travail de longue haleine et ceci ne rend service à personne de partir en burn-out, de nous épuiser en faisant ce travail d'activiste. Et une grande partie du travail que j'essaie de faire est de parler aux miens de leur travail, de leur santé, de leur bien-être. Et je crois également qu'il soit très important de créer des communautés qui puissent prendre soin les unes des autres, de travailler ensemble, et nous devons créer des communautés de soins. Comment vous y prenez-vous? Alors, est-ce que parfois vous vous autorisez à ne pas être disponible pour les autres? Parce que je sais que vous êtes très demandé et vous ne pouvez pas forcément répondre à toutes ces sollicitations. Est-ce que vous vous autorisez à vous retirer de la sphère médiatique et à prendre soin de vous?
Oui, je le fais. Et c'est une pratique sur laquelle je continue de travailler. Depuis 20 ans, j'y travaille. Ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours su faire, mais c'est quelque chose que j'essaye de vraiment mettre au centre de mon activité, pouvoir me débrancher, prendre soin de moi. J'ai dit ce matin à une amie, j'ai une longue journée de travail et une fois que j'aurai fini ma journée de travail, je vais éteindre mon téléphone, me débrancher et passer du temps avec ma famille. Vous avez également dit que les Noirs devraient cultiver leur imaginaire pour construire un monde différent. Comment est-ce que vous le faites, vous? Comment cultiver l'imaginaire pour construire un nouveau monde? Eh bien, la première chose est de reconnaître quelle partie de notre imaginaire a été volée. Une des premières choses que le colonialisme a fait et qui continue d'exister est qu'il nous enlève notre habilité de croire que les choses puissent être différentes. Et c'est là notre travail. Notre travail est de pouvoir percevoir combien les choses sont différentes, de les imaginer différemment. L'abolitionnisme, c'est imaginer un nouveau monde. Nous devons imaginer que les prisons n'existent pas, les centres de détention n'existent pas, qu'il y a des nouvelles manières de nous relier les uns aux autres. Je dis ceci depuis des années. Quand on dit imaginer les prisons, les cellules, elles ont été créées et nous pouvons imaginer autre chose. Vous avez également dit qu'avec l'activisme, on se concentre en général sur le négatif parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Comment est-ce que vous vous distanciez de tout ça pour penser de manière positive? Eh bien, je crois que nous devons traiter des questions terribles, des questions horribles qui se passent, mais nous devons également nous centrer sur la joie, sur le soulèvement, sur la beauté de nos communautés. Il y a ce mythe que Black Lives Matter parle de mort noire, que c'est là notre focus primaire, de personnes noires qui meurent aux mains de l'État. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas notre sujet principal. Notre sujet principal, ce sont les vies noires, les communautés noires en expansion. Vous êtes également artiste. Quel est le rôle de l'art dans cette lutte? Le rôle de l'art est extrêmement important. Nous pouvons parler des mouvements noirs, l'histoire des mouvements noirs, de là d'où viennent ces mouvements, qui en a fait partie, ce qu'ils essayaient de faire, ce qu'ils ont réussi à faire. Et je crois que nous sommes dans un moment très similaire autour des arts noirs, autour du film, la télévision, les arts. Il y a une renaissance noire et il y a des personnes noires puissantes qui sont à l'avancée de ces mouvements artistiques, qui sont de formidables individus dont la politique a pour objectif de créer une nouvelle essor des vies noires. Merci beaucoup pour ce message politique. Je vais à présent donner la parole à l'audience qui m'a transmis quelques questions pour vous. Une première question de Sophie. Quel changement avez-vous vu émerger dans la société américaine à la suite du mouvement Black Lives Matter? Wow. Alors, c'est une très bonne question. Beaucoup de changements. Tout d'abord, je dirais la manière dont nous avons vu les conversations prendre place autour du racisme anti-noir. Ces conversations ont vraiment changé. Nous savons qu'au travers les industries, il y a une reconnaissance et un travail autour de la question de la race. Il y a un travail autour de ce qui se passe au sein des entreprises. Nous avons vu un immense mouvement pour décapitaliser, définancer les entités policières. Nous avons lancé un nouveau site Internet avec différentes organisations, le site defundpolice.org, DEFUND police.org.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce mouvement Defund Police, notamment au sujet du fait qu'il a été critiqué par l'ancien président Barack Obama? Le mouvement Defund the Police, ça avait pour but de défier qui obtenait tout l'argent et comment cet argent a été distribué. Nous avons vu, au travers de l'histoire, des coupes budgétaires autour de la santé, de l'éducation, toutes sortes de services voient des coupes budgétaires. Néanmoins, les budgets de la police ne sont jamais coupés et très souvent ils sont même augmentés et nous devons faire partie du développement et nous devons défier la police, leur rôle dans nos communautés. Nous avons une autre question de Jacqueline. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans votre travail d'activiste? Probablement la désinformation et la contre-information contre notre mouvement. Il y a une importante campagne de la droite pour désinformer ou mal informer les personnes au sujet de qui nous sommes, que ce soit des personnes noires, des personnes blanches. Et parce que maintenant nous sommes à l'âge des réseaux sociaux, cette désinformation, ces fausses informations se répandent et ça peut être très très difficile de suivre ceci et de défier cette méthodologie. Et est-ce que vous pensez que vous avez réussi à le remettre en question? Oui et non. Je crois qu'il faudrait plus de personnes qui fassent le plaidoyer de Black Lives Matter, qui parlent en notre nom. Les personnes ne se rendent pas compte que la droite, la machine médiatique de la droite est massive. Ce n'est pas que Fox News. Ils sont sur YouTube, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Ils ont utilisé toutes sortes d'outils pour essayer de cibler et impacter négativement notre mouvement. Une autre question d'Alex. Comment est-ce que les luttes contre le racisme et contre l'homophobie se rencontrent? Comment est-ce qu'on peut soutenir les personnes noires et queer? Pourriez-vous répéter la première partie de la question? Comment se rejoignent les luttes contre le racisme et l'homophobie? C'est une question sur l'intersectionnalité, j'imagine. Eh bien, Kimberly Crenshaw l'a dit au mieux, c'est elle qui a créé le terme intersectionnalité. Nous devons lutter contre les ismes, les racismes et l'homophobie. Nous devons lutter contre tout. Nous ne pouvons pas d'abord identifier un problème et lutter contre un problème. Nous devons voir ces oppressions comme intersectionnelles. Et à partir de ce moment-là, nous devons être très clairs quant aux personnes pour lesquelles nous luttons et pourquoi. Comment est-ce que le fait que l'Église ait joué un rôle aussi important dans le mouvement des droits civils, par exemple, l'homophobie est encore démonisée par certains pasteurs ou ecclésiastiques. Comment est-ce que vous avez réussi à vous distancer de ce récit? Je ne sais pas comment on a réussi à le faire, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je crois que nous étions une génération qui était prête pour quelque chose de nouveau, qui était prête de communiquer différemment. Et je crois que toutes les générations vivent ceci. Toutes les générations ont des générations de personnes qui disent « je vais être moi dans mon entièreté, qu'importe ce que vous pensez ». Il y a eu un très fort mouvement LGBT pendant les années 60 et 70, et bien qu'il n'ait pas eu la même visibilité que nous avons maintenant, ce sont nos ancêtres. Beaucoup d'entre eux sont devenus nos ancêtres, des ancêtres transgenres, des personnes qui sont des membres de notre communauté, des personnes qui ont fait le choix de ne plus avoir honte, qui ne voulaient, ou plutôt qui ne étaient plus d'accord qu'on leur impose la honte. Question de Maya. Hier, Angela Davis a dit que ce n'est pas parce que le président a changé que nous devons nous reposer. Comment est-ce que Black Lives Matter peut jouer un rôle pour tenir ce gouvernement responsable de ses actes? Alors, plusieurs choses. Une grande partie de notre travail est de réellement avancer pour une nouvelle loi, un changement de loi qui considère
les manières la manière de réinjecter de l'argent dans les communautés noires et comment attaquer les communautés noires dans nos quartiers. Ça, c'est un travail critique que nous faisons pour avancer et pour obtenir du changement, pour amener du changement au Parlement et donc avoir une conversation autour de ces lois. Et ensuite, je crois que pour nous, donc la loi sur le Breathe Act, en référence à l'assassinat de Eric Garner et George Floyd, et également le fait qu'il faille des actions immédiates pour... Pendant la campagne, vous souteniez Bernie Sanders et Elizabeth Warren, et vous avez dit que, selon vous, Joe Biden représentait la vieille garde. Que pensez-vous donc de son élection? Pensez-vous que vous allez réussir à gérer cet état de fait? C'est un défi. Et je crois que de certaines manières, le président Biden et la vice-présidente Harris font de toute évidence un meilleur travail que ce qu'a fait Donald Trump. Et nous continuerons de devoir leur mettre la pression, à les mettre sous pression, afin qu'ils rendent justice à notre mouvement. Et ceci va prendre énormément de travail. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain. Pendant la présidence Obama, un groupe de travail a été créé à la Maison-Blanche concernant le sujet de Black Lives Matter. Est-ce que ça a été relancé par l'administration Biden? C'était le groupe de travail sur la police au XXIe siècle. Voilà. Alors, notre mouvement demande qu'il n'y ait plus d'argent qui aille financer la police. Nous n'avons pas besoin de donner plus d'argent au système policier. Il faille qu'il n'y ait plus de législation ou de système qui finance ultérieurement le système policier. Donc, nous allons respectueusement décliner cette proposition et nous allons continuer à mettre la pression afin de lever de l'argent au système policier et d'injecter de l'argent dans les communautés noires. Une question d'Emmanuel. Le mouvement BLM et les Black Panthers, est-ce que c'est une suite ou quelles sont les différences entre les deux? BLM et les Black Panthers, est-ce que c'est le même mouvement, mais la suite, ou quelles sont les différences entre les deux? Non, ils ne sont pas identiques. Nous sommes sans aucun doute inspirés par les Black Panthers. Nous sommes inspirés par le travail des Black Panthers, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont représenté et la manière dont ils agissaient au sein des communautés noires. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les Black Panthers ont créé tout un programme qui parlait de survivre au sein de la Révolution. Ils prenaient soin des personnes noires au quotidien, alors qu'ils défiaient l'État, ils défiaient le système policier. Et nous regardons, ils s'occupaient également des politiques électorales. Le Black Panther Party était censé être un parti à part entière. Ce n'était pas simplement une autre organisation. Ils essayaient de construire un parti politique. Ils essayaient de construire une vraie prise de pouvoir pour les personnes noires, afin que les personnes noires puissent contrôler leur propre destin. Mais en ce qui concerne notre mouvement, alors que notre mouvement est inspiré par les Panthers, et d'une certaine manière, nous ne sommes pas les Panthers, mais nous sommes les Panthers, mais d'un autre côté, nous n'essayons pas de les répliquer. Les Black Panthers étaient également inspirés par le marxisme et le communisme. Est-ce que ce sont des idéologies qui vous parlent? Vous parlez de soutien social, d'égalité socio-économique? Oui, vous savez, moi j'ai été formée dans différentes théories. Le marxisme en est une. Et une partie du marxisme auquel je crois profondément, le fait et vers lequel je pense que nous devrions avancer. Black Lives Matter, notre organisation, n'est pas une organisation marxiste. Nous sommes une organisation pour la justice sociale et pour le bien social, mais ma formation personnelle a effectivement un background marxiste.
Une question d'Iris. Pensez-vous que les gens sont de plus en plus conscients de la question de l'intersectionnalité? Oui, absolument. Je serais heureuse de savoir si c'est également en train de grandir, de croître en Europe, mais c'est le cas aux États-Unis. C'est une immense conversation. Beaucoup d'organisations travaillent très en profondeur sur la question de l'intersectionnalité. Et une autre question d'Aurélia. Quelles sont vos attentes, vos projets pour le futur des personnes noires? Êtes-vous enthousiaste quant à l'avenir? Oui, je suis enthousiaste quant au futur, optimiste. 4 ans de vie sous un gouvernement fasciste, c'était quelque chose d'absolument terrifiant. Et donc le fait de pouvoir maintenant respirer et ce nouveau gouvernement, je crois que d'un côté, ça apporte beaucoup d'espoir, mais de l'autre côté, il y a encore énormément de travail que nous devons faire. Mais je suis très excitée par le travail que nous faisons, le travail que BLM fait en particulier et d'autres organisations de libération noire, le travail qu'elles font partout dans le pays. Black Lives Matter was founded, was raised on social media. Black Lives Matter a été lancé sur les réseaux sociaux. Comment utilisez-vous les réseaux sociaux aujourd'hui? Quel usage je fais au quotidien des médias sociaux? Oui, comment est-ce que vous vous en servez dans votre activisme? Eh bien, je l'utilise pour communiquer. Nos plateformes, les réseaux sociaux, nous avons environ 10 millions de personnes qui suivent nos réseaux sociaux. C'est donc un outil de communication extrêmement important pour tous. C'est un espace dans lequel nous pouvons dire notre message, partager notre message. Une autre question. En pleine pandémie, la mobilisation pour BLM a pris une ampleur sans précédent après le meurtre de Floyd. Que pouvez-vous nous dire de la violence policière en cette période? Bien, je ne sais pas. Je crois que chaque instant est une opportunité. Je crois qu'il y a un certain nombre de raisons. Ma théorie, mais je crois que les personnes étaient tranquillement posées chez elles. Les personnes étaient déjà en colère contre le gouvernement, la manière dont le gouvernement traitait la question de la COVID-19, et tout à coup de témoigner, de voir la mort, l'assassinat de quelqu'un depuis son salon, de voir ceci se passer en temps réel, a réellement impacté les personnes, et les personnes ont voulu prendre la rue. Et ensuite, BLM existe depuis 7 ans. Donc notre mouvement crie les mêmes paroles depuis des années. Et je crois que les personnes en masse ont finalement dit « Stop, on doit se lever pour les droits et pour les vies des personnes noires ». Une question d'Estelle. Quelles sont les positions de BLM sur les écoles et l'éducation? C'est trop vague, je ne sais pas ce que vous voulez dire par ça. Nous croyons en l'éducation, nous croyons en les écoles. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le système éducatif aux États-Unis. Peut-être que vous soutenez un changement dans ce système ou que vous appuyez la scolarisation des personnes désavantagées. OK. Alors, on va bien dire qu'une grande partie de nos organisations locales de Black Lives Matter se concentrent sur le chemin direct qu'il existe entre l'école et la prison. Beaucoup de personnes étaient arrêtées, fouillées au sein de leur école, soi-disant au hasard entre guillemets, et ceci est enfin terminé. Et maintenant, on essaye d'enlever les policiers de la police dans les écoles. Au Canada, ils ont pu faire en sorte que les flics ne soient plus sur les campus, ceci à Ontario. Ça, c'est un focus prioritaire pour nous. Merci. Eh bien, je crois que c'était la dernière question. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir partagé votre vision de l'activisme et du mouvement BLM avec nous. C'était très intéressant, surtout de voir l'angle mondial que cela prend. Vous avez parlé du racisme anti-noir et partout dans le monde. Merci, Patrice Cullors, d'avoir partagé avec vous
votre connaissance et votre sagesse. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous et bonne soirée.